Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée aux élections législatives 2022. Et alors résultat, nous sommes le lundi 20 juin, au sommaire aujourd'hui. Après le deuxième tour des législatives dimanche, les nouveaux députés ont pris leur marque ce matin à l'Assemblée nationale. Nous les avons suivis dans leur installation. Parmi les 12 représentants, 4 nouvelles têtes yvelinoises. Leur portrait à suivre. 2 circonscriptions ont basculé à gauche dans les Yvelines. William Martinet et Benjamin Lucas, candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ont été élus respectivement députés de la 11e et de la 8e circonscription. Et puis 47,34% des Yvelinois ne se sont pas rendus aux urnes ce week-end. Un taux en baisse par rapport à 2017, le point sur l'abstention dans le département dans ce journal. Et puis nous parlerons également des beaux scores des députés sortants et nous ferons le point sur l'avenir des Républicains après ces élections législatives. Hier, dimanche 19 juin, avait lieu donc le deuxième tour des élections législatives. Avant de débuter cette édition spéciale, voici l'état des lieux au niveau national au terme de ce scrutin. Le parti présidentiel n'obtient pas la majorité. Quelle stratégie mettre en place pour les partis? C'est l'analyse de Patrice Carmouze. Cette élection législative est une élection bien particulière puisque tout le monde perd. Emmanuel Macron perd puisqu'il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon perd puisqu'il ne sera pas Premier ministre comme il l'avait annoncé. Et surtout parce que la gauche fait 29% des voix, soit un des scores les plus bas de son histoire. Marine Le Pen perd, certes, elle a plus de députés que de lui en promettaient les sondages, mais elle ne parvient toujours pas à transformer son mouvement d'un mouvement protestataire en parti de gouvernement. LR, la droite républicaine, perd. Elle perd la moitié de ses députés et les négociations qui auront lieu probablement dans les prochaines semaines risquent plus encore de la diviser. À ces défaites s'ajoute une crise démocratique. 25 millions des Français ne sont pas allés voter et 70% des jeunes n'ont pas pris part à ce vote. C'est deux chiffres qui nous rappellent que, contrairement à ce qu'on croit souvent, la démocratie est un régime fragile. On pourrait ajouter que la France perd aussi puisque face aux défis qui se présentent à elle, la guerre, le risque de crise financière et énergétique, le problème du réchauffement climatique, elle n'est pas unie, elle est divisée. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a une France ingouvernable avec une majorité très relative, trop relative pour imposer ses réformes, et deux blocs extrêmes, LFI à gauche et le Rassemblement national à droite, qui vont se cantonner à une opposition systématique. Alors la seule solution pour le président de la République, c'est soit de trouver des majorités au cas par cas, ce qui ne va pas être facile, soit de passer un accord de gouvernement. Et avec qui le passer? Eh bien avec une partie des députés LR. À quel prix? C'est toute la question, peut-être en changeant de Premier ministre, peut-être en renonçant à certaines réformes, peut-être en droitisant sa politique. La partie s'annonce en tout cas très difficile, d'où cette hypothèse qu'on évoque déjà du côté de l'Élysée, celle d'une dissolution de l'Assemblée nationale d'ici un an. Et avec nous également pour analyser ces élections législatives, Raphaël Matta du Vigneault, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'UVSQ. Et comme pour la première édition spéciale, pour le premier tour des législatives, vous serez avec nous pendant une bonne partie de cette émission. Alors, on vient de l'entendre, cette analyse de Patrice Carmouze. Quelle est votre analyse peut-être personnelle sur ce deuxième tour, peut-être plus au niveau local? Comment vous avez perçu ces élections, ce deuxième tour? Alors, effectivement, Patrice Carmouze a déjà quasiment tout dit. La première chose que je remarquerai et le premier sentiment, et je souhaite insister là-dessus c'est vraiment la forte abstention. Ça, c'est véritablement quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais l'abstention est vraiment, à mon avis, la grande gagnante de cette élection. Et finalement, comme l'a dit Patrice Carmouze, c'est la France qui a perdu, c'est la démocratie qui est en faible, qui a perdu. Ensuite, au niveau institutionnel, je répondrai d'abord sur le plan institutionnel. C'est vrai que on observe avec le résultat aujourd'hui que la France, finalement, que l'Assemblée nationale, qu'on va comporter des blocs, de très gros blocs, des blocs compacts, et au final, le scrutin majoritaire, tel qu'il a été appliqué hier, donne lieu finalement à des résultats assez similaires à ce que pourrait donner
un scrutin proportionnel. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Et puis, moi, ce que je retiens aussi, et on en reparlera après, c'est que effectivement, le gouvernement va devoir, la majorité présidentielle va devoir trouver des alliances, des coalitions d'appoint conjoncturelles pour tel ou tel projet. Cette majorité relative, parce que le parti du président a quand même gagné ces élections, malgré tout, va devoir trouver des alliances de circonstances. Et ça, si vous voulez, pour le citoyen, c'est peut-être assez paradoxal, mais pour le juriste que je suis, c'est une période assez passionnante qui s'ouvre, parce qu'on va voir beaucoup de choses au niveau du droit parlementaire qui vont apparaître. Et justement, là, vous en parliez un petit peu par rapport au blocage que ça pourrait engendrer. Comment on peut faire face justement à cette difficulté de la majorité finalement relative du mouvement Ensemble ? Alors, il y a plusieurs éléments. La première, c'est que, en effet, le parti présidentiel va devoir, en tout cas si le président de la République confie le gouvernement à un représentant du parti présidentiel, va devoir trouver sur des textes importants des appuis. Alors je ne sais pas s'il y aura un contrat de gouvernement, ça ce n'est pas à moi d'en parler. Mais en tout état de cause, pour avoir la majorité à l'Assemblée, pour pouvoir voter les textes, le gouvernement devra composer, devra négocier avec tel ou tel parti. Alors on parle des Républicains, mais on peut parler aussi peut-être dans certains cas du groupe PS. Éventuellement. Donc ça, c'est un élément important. Et finalement, ce que l'on retient finalement, c'est que ces résultats permettent de revenir à un droit parlementaire, à un régime parlementaire des origines. C'est-à-dire, pas de fait majoritaire, pas de superpuissance du président de la République, mais un gouvernement qui va devoir composer avec un parlement, va devoir négocier avec les partis. Et finalement, la culture du compromis, la culture de la négociation et du dialogue, ça permet de faire revivre la démocratie et le droit parlementaire. Et donc on revient finalement aux origines peut-être de la Ve République. Et est-ce que justement on doit tirer donc des enseignements de cette situation qui finalement est arrivée une fois ? Alors les enseignements, ça on en parlera peut-être probablement après. Mais c'est que c'est une défaite quand même, malgré tout, pour le parti présidentiel. Mais en réalité, les enseignements que l'on en tire, c'est que, ils sont nombreux. Mais sur le plan institutionnel, le chef du gouvernement, le futur chef du gouvernement, va devoir véritablement s'imposer par rapport au Parlement, par rapport au groupe parlementaire. Et il va y avoir un vrai jeu parlementaire. C'est la politique, si vous voulez, va reprendre le dessus, le débat démocratique va reprendre part, et moi ce que je vois, c'est qu'on n'aura plus beaucoup de textes qui vont être adoptés, mais peut-être moins de textes, parce qu'il va y avoir ce compromis. Il va y avoir, le gouvernement va devoir chercher, je répète, parce que c'est ça qui est important, le gouvernement va devoir chercher des compromis sur tel ou tel texte, va devoir trouver des dénominateurs communs, et au final, ça prendra plus de temps. Et on aura moins de textes qui seront adoptés, on va dire, un peu à la chaîne, mais le travail parlementaire sera peut-être un petit peu plus, je ne vais pas dire serein parce que c'est pas le mot, mais un petit peu plus orienté vers un texte qui suscite, et c'est ça qui est important, qui suscite l'assentiment des députés le plus large possible. Et donc, c'est un point aussi important, et peut-être une meilleure qualité de la loi. On peut l'espérer. Mais à contrario, il y aura aussi une forte obstruction de la part des partis d'opposition. Donc voilà, c'est un jeu c'est un laboratoire finalement qui est en train de se mettre en place. Et les enseignements, on les verra au fur et à mesure. On ne peut pas préjuger de ce qui se fera plus tard. Donc à suivre. En tout cas, merci beaucoup Raphaël Matat-Duvigneau. Vous restez avec nous pendant l'émission. Mais pour l'instant, je vous propose, après ce deuxième tour des élections législatives ce dimanche 19 juin, je le rappelle, de faire un point sur les candidats qui ont été élus, députés dans le département. Et c'est avec vous, Célia Gatsongo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut faire un tour des résultats dans les 12 circonscriptions avec vous ? Oui, alors les résultats ont vu naître quelques surprises. On s'attendait plus ou moins à un carton plat pour la majorité présidentielle.
Roduel à l'issue du premier tour donc dans les Yvelines. Et finalement, score final, 10 sur 12 circonscriptions ont été remportées par Ensemble. Et on va commencer par ce chiffre, 71,40% pour Béatrice Piron, réélue pour un second mandat dans la 3e circonscription des Yvelines. C'est elle qui obtient le meilleur score pour Ensemble. Elle était face à Louise Brody de la NUPES. D'autres députés Ensemble ont largement été réélus, comme Jean-Noël Barrot, avec 64,27% des voix. On peut citer aussi 4 femmes qui ont été également très confortablement réélues, en totalisant à chaque fois plus de 60% des voix. Yaël Braun-Pivet, Natalia Pouzireff, Aurore Berger et Marie Lebec. Alors avec un peu moins de 60% des voix, Bruno Millienne est également réélu dans la 9e circonscription des Yvelines. Il était opposé au seul candidat RN au second tour, Laurent Morin. Et donc, si on reste un peu dans la majorité présidentielle, il y a quand même 3 nouvelles têtes plus ou moins connues qui rentrent ou font leur retour, en tout cas, à l'Assemblée nationale. Oui, et on va commencer par le député le plus jeune des 12 circonscriptions, un nom Justine. Alors, il me semble que c'est Monsieur Roduel, première circonscription, si j'ai bien révisé. C'est très bien. C'est Charles Roduel, à 25 ans. Il devient le nouveau député de la première circonscription. Autre petit nouveau, Carl Olive, maire de Poissy. Il rentre à l'Assemblée en devenant député de la 12e circonscription. Et une particularité, Nadia Hay, qui retrouve son siège au sein de l'hémicycle. Autrefois députée dans la 11e, elle revient dans la 7e en battant Michel Christofoul avec 55,64% des voix. Et on finit on finit ce tour peut-être avec les résultats des candidats, finalement, les 2 candidats de la nouvelle coalition, donc NUPES. Oui, donc la gauche a gagné 2 députés dans les Yvelines. William Martinet dans la 11e circonscription, tout juste élu avec environ une centaine de voix d'avance. Et dans la 8e circonscription, territoire de Mantes-la-Jolie, c'est Benjamin Lucas. Merci beaucoup Célia Gatsongo pour ces informations. Alors Raphaël Mataduvigno, on vient de voir ces résultats dans les Yvelines. Est-ce qu'ils sont représentatifs aussi finalement du territoire du national en fait ? Alors, d'une certaine manière, oui, alors, je pense que la sociologie aussi des Yvelines, du département des Yvelines, est assez particulière, est assez caractéristique, ce qui permet justement d'avoir une très forte majorité pour le parti présidentiel. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau, si on compare les Yvelines par rapport aux résultats nationaux, c'est que d'une certaine manière, la majorité présidentielle a gagné des voix par rapport au premier tour. On voit que le pourcentage, finalement, si on fait simplement un pourcentage des voix, la majorité présidentielle a gagné, a accentué son avance, alors que la gauche a un petit peu marqué le pas. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que à l'issue du premier tour, souvent les résultats entre les 2 premiers candidats étaient un peu serrés. Et on voit finalement que malgré tout, les candidats de la majorité présidentielle ont réussi à conserver leur avance et à l'emporter. Et donc, au final, moi, ce que j'en retire, c'est que malgré la percée de la gauche, alors je ne vais pas employer d'autres termes pour l'instant, mais la percée de la gauche, finalement, les Français ont malgré tout décidé, alors peut-être bon gré mal gré, mais décidé de laisser une majorité au président de la République. Une majorité que relative, mais en tout état de cause, on s'aperçoit quand même que la majorité présidentielle conserve un socle assez important. Et puis, en réalité, il faut bien voir que quand on fait les calculs, la majorité présidentielle a quand même plus de 100 députés d'avance par rapport à la gauche, alors qu'on prédisait quand même un score beaucoup plus serré. Et donc, au final, c'est pas une victoire, mais en tout cas, la majorité présidentielle a limité les dégâts, si vous me pardonnez l'expression. Et du coup, on y reviendra aussi en fin de journal sur l'abstention, mais je voudrais un mot de votre part là-dessus, puisque vous disiez, voilà, forcément, c'est toujours ce qui fâche, l'abstention aux élections. Pourtant, finalement, on est des bons élèves dans les Yvelines et on fait mieux qu'en 2017. C'est vrai. C'est vrai, mais les Yvelines est un territoire qui... Alors, c'est paradoxal de dire, mais c'est un territoire qui vote. C'est-à-dire que les citoyens qui vivent dans les Yvelines ont une conscience de la démocratie
et finalement se sentent investis de leur devoir de citoyen et vont voter, même si ils ne se retrouvent pas dans les candidats qui leur sont proposés. En tout cas, ils vont exercer leur devoir de citoyen. Et ça, d'une certaine manière, c'est à saluer. Et parce que l'abstention, on en reparlera après, mais l'abstention, pour l'instant, ne mène à rien. Il n'y a pas de reconnaissance du vote blanc ou du vote. Donc voilà, je pense que là, il y a une conscience citoyenne qui fait que chez les Yvelinois, par tradition, on va voter plus qu'ailleurs. Voilà. On peut développer l'abstention maintenant. Vous disiez justement, vous étiez en train d'analyser l'abstention. Il n'y a pas de reconnaissance pour l'instant. C'est ça le problème aujourd'hui ? En fait, il y a plusieurs typologies d'abstention. Quand on fait de la sociologie politique, on voit qu'il y a plusieurs types d'abstention. Il y a d'une part l'abstention de tradition. Il y a des personnes qui ne vont jamais voter parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique et parce qu'ils considèrent que le personnel politique ne répond pas aux besoins. Donc ça, voilà, ce sont des abstentionnistes, on va dire, récurrents. Malgré quoi qu'on fasse, ils n'iront pas voter. Ensuite, il y a des abstentionnistes, on va dire, de circonstances. C'est-à-dire que ils considèrent qu'ils ne sont pas représentés et par conséquent, c'est-à-dire que personne n'a grâce à leurs yeux, et par conséquent, ils ne vont pas se déplacer parce qu'ils ne savent pas pour qui voter et ils n'ont pas envie de voter pour quelqu'un avec qui ils ne partagent pas les opinions politiques. Il y a aussi les abstentionnistes stratégiques, c'est-à-dire que certains vont dire je ne vais pas voter pour faire soit pour contrer tel ou tel parti, soit pour favoriser tel ou tel parti, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, les études de sociologie politique montrent qu'il y a dans certains cas une stratégie pour ne pas aller voter, ce qui conduit à un phénomène intéressant, c'est que je ne vais pas voter, donc la personne qui sera élue sera mal élue, donc elle sera peu légitime, et donc j'aurai la possibilité, a posteriori, de critiquer, de contester et de dire que je ne suis pas représenté. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Je ne sais pas quels sont ces facteurs-là, mais en tout état de cause, voilà, cette abstention-là, il y a plusieurs visages qu'il faut pouvoir analyser. Et puis, il y a aussi l'abstention de ceux qui sont, je vais employer un terme qui n'est pas très scientifique, mais qui sont, on va dire, dégoûtés, fâchés, pour pas dire autre chose, par rapport aux politiques, désabusés. Voilà, désabusés du politique, cette crise de confiance, cette crise du lien civique, elle est quand même assez prégnante en France depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une vraie crise politique qui arrive. Malheureusement, une crise politique qui se retrouve à chacune des élections. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre tout à l'heure, pour prendre leur marque au sein de leur nouveau lieu de travail. Les nouveaux députés, donc élus dimanche, ont pris leur marque justement à l'Assemblée nationale. Carl Olive et Charles Rodwell, dont on parlait tout à l'heure, étaient présents dès ce matin. Et nous avons pu les suivre. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Mathilde Francoux. Dès le lendemain des législatives, l'Assemblée nationale organise une procédure d'accueil pour permettre aux élus de s'approprier leur nouvel espace de travail. Arrivé très tôt ce matin à 6h, Carl Olive, le nouveau député de la 12e circonscription des Yvelines, est l'un des premiers à se présenter au Palais Bourbon. D'abord, on a dormi peu. On s'est retrouvé très tôt ce matin à 6h. Ici, on a fait un peu le parcours initiatique. C'est le même parcours que le gamin qui va entrer pour la première fois en section maternelle. Et puis, il y a évidemment l'émotion d'un enfant de la République qui se retrouve au cœur de la démocratie. Aperçu également Charles Rodwell, le nouveau député de la première circonscription, en compagnie d'Aurore Berger pour l'aider à prendre ses marques. Chacun repart avec sa pochette d'accueil comprenant son écharpe tricolore, son insigne, sa cocarde et ses codes informatiques pour se connecter à son nouveau bureau. Parmi les 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale, Carl Olive a ses préférences. Moi, j'aimerais intégrer la commission des lois. J'ai un certain nombre de sujets sur lesquels je suis très sensible. Le non-cumul député-maire, pour moi, c'est vraiment une connerie. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des remontées de terrain. La création du conseiller territorial également. Et puis peut-être profiter de cet instant historique en France pour bouleverser aussi nos habitudes. Peut-être changer l'ordre de séquence électorale, apporter un vote électronique, faire de la proportionnelle. Vous voyez, il y a plein de petites choses. Il faut en profiter là. Les nouveaux députés ont jusqu'à vendredi 24 juin pour se présenter à l'Assemblée nationale. Le mardi 28 juin signera bel et bien la date de la rentrée. Les 577 députés sont appelés à siéger en séance publique pour l'élection de celui ou de celle qui présidera l'hémicycle.
des députés, donc vous venez de le voir, qui commencent à s'installer. Et sur les 12 députés yvelinois élus ce dimanche, 4 le sont pour la première fois. Bichente Mérien Santisteban, journaliste pour TV78, vous nous avez justement rejoint en plateau pour nous donner plus de précisions. Vous allez nous présenter ces nouveaux visages donc yvelinois qui occuperont donc l'Assemblée nationale. Oui, en effet, vous l'avez dit, on l'a vu, ils se sont installés dans les locaux de l'Assemblée. Certains sont arrivés tôt ce matin pour prendre les meilleurs bureaux, paraît-il. Charles Rodwell, Benjamin Lucas, William Martinet et Carl Olive. Le premier était sous la bannière Ensemble et sera l'un des plus jeunes assiégés au Palais Bourbon. Charles Rodwell, 25 ans, est originaire de sa circonscription, la première, où il a été élu à 63,31% devant le candidat de la NUPES, Sébastien Ramage. Il a deux mentors, Bruno Le Maire, qui l'a accompagné au ministère de l'économie, et François Demazière, actuel maire de Versailles, dont il est adjoint à la jeunesse depuis 2020. Versaillais depuis l'âge de 7 ans, il ne compte pas oublier ses origines dans la prise de ses nouvelles fonctions. Donc Charles Rodwell pour la première circonscription, vous en avez parlé. On va peut-être passer au suivant avec deux candidats de la NUPES. Oui, avec d'abord Benjamin Lucas, élu sur la 8e circonscription. C'est un Amiénois de naissance. Il fait même ses études de droit à l'université de Picardie Jules Verne. Pourtant, ce n'est pas un hasard s'il s'est présenté dans les Yvelines. En effet, il est cofondateur du mouvement Génération S avec quelqu'un que le territoire connaît bien, Benoît Hamon. Il y occupe d'abord un poste de secrétaire général puis de porte-parole. À 31 ans, il devient aujourd'hui le 5e député d'un parti de gauche sur la circo de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville ou encore Limay. Ensuite, le candidat élu pour un peu plus de 100 voix d'avance dans la 11e circonscription, William Martinet, ancien président de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, de 2013 à 2016. Il est aussi licencié de biologie à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Cette candidature yvelinoise aux législatives, c'était donc un retour dans le département, pour lui un retour aux sources, qui a occupé plusieurs rôles au sein du parti de la France Insoumise. Il a été co-responsable du pôle organisation, puis responsable de l'écriture et de la coordination du plan 0 SDF pour la récente campagne au présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, le dernier nouveau candidat, nouveau député, bien connu des Yvelinois dans la 12e circonscription. Oui, et même d'au-delà du département, en effet, c'est bien entendu Carl Olive, l'actuel maire de Poissy, a été élu devant le candidat de la NUPES, Edwin Legris, ancien journaliste sportif, producteur de télévision, entrepreneur et j'en passe. Ce mandat, c'est une activité de plus qui s'ajoute au CV du Pissiaquet, ancien du Parti des Républicains aussi, qu'il quitte en 2019. Il est désormais sous la bannière de la majorité présidentielle Ensemble. Avec ce mandat, il devra quitter son poste de maire de Poissy au profit de sa première adjointe Sandrine Dos Santos. Par contre, il peut conserver ses 2 sièges au conseil départemental et à l'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise. Enfin, hypothèse qu'il ne faut pas exclure non plus, Justine, il pourrait peut-être se voir confier un ministère avec le probable futur remaniement qui devrait avoir lieu. Merci beaucoup, Bichente Mérien Santisteban, d'avoir été avec nous, journaliste pour TV78. Peut-être une dernière petite question pour vous, Raphaël Matta-Divigno, puisqu'on doit vous laisser après, vous avez d'autres obligations. Ce sont donc des nouveaux visages qui ont convaincu, a priori ? Convaincu, je ne sais pas. En tout cas, ils s'étaient tous, quels qu'ils soient, porteurs d'un projet, porteurs d'aspiration. Je ne sais pas s'ils ont convaincu. Là, je peux pas vous. Là, vous me posez une colle. Je ne peux pas vous répondre. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que les électeurs ont choisi de les envoyer à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que ils ont malgré tout réussi à faire adhérer à leur projet et à leur personnalité. Voilà. C'est là. Voilà. Je peux pas vous dire s'ils ont vraiment convaincu. Voilà. Là, je suis désolé. Non, pas de souci. C'est entendu. Mais en tout cas, merci beaucoup, Raphaël Matta-Divigno, d'avoir été avec nous pendant ce début d'émission. Je le rappelle, hein, vous... Pardon ? Je peux rester si besoin, encore quelques instants. Vous pouvez rester. Bon, je le rappelle quand même, vous êtes maître de conférence en droit public et vous restez encore un petit moment avec nous, alors du coup. On va passer à une autre thématique avec vous, Michael Elmidoro, journaliste également pour TV78. S'il y a des nouveaux, donc on vient de le voir dans les Yvelines, de nombreux députés ont réussi finalement à conserver leur siège à l'Assemblée nationale et on fait l'état des lieux avec vous. Ils sont 8 députés de 2017 à être réélus pour un nouveau mandat. Dans le détail, Jean-Noël Barrot est réélu assez facilement avec plus de 60% des suffrages. Il s'impose au 2e tour face à Maïté Kariv Bedouani. Dans la 5e circonscription, la députée sortante et nouvelle ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, est arrivée largement en tête des suffrages face à la candidate NUPES Sophie Thévenet.
J'ai un vrai motif de satisfaction dans la mesure où j'améliore grandement mon score de 2017, que ce soit en pourcentage ou en nombre de voix, ce qui est satisfaisant parce que c'est finalement la preuve que le travail que j'ai effectué, travail de terrain, travail de rassemblement, a payé. Et juste à côté, donc dans la 6e circonscription, on a Natalia Pouzireff de Ensemble qui va repartir pour un nouveau mandat. Comme en 2017, elle a assez facilement remporté sa circonscription avec 64,52% des suffrages face à la candidate NUPES Mélinda Sauger. On écoute Natalia Pouzireff. Je crois que c'est un bon score, même un très bon score. Je pense aussi que mon implantation a payé. Je me suis intéressée à toutes les villes de cette circonscription. Dans la 10e circonscription, Aurore Berger est arrivée une nouvelle fois première. La femme politique de 35 ans est réélue avec plus de 60% des suffrages. Un chiffre quasiment identique à celui de 2017 où elle avait récolté à cette époque-là 64% des suffrages. À côté, dans la 9e circonscription, le député sortant Bruno Millienne s'impose face à Laurent Morin du Rassemblement national. Comme en 2017, il récolte un peu plus de 50% des voix. Il se projette déjà sur son nouveau mandat. Le temps n'est plus venu à l'idéal politique. Franchement, dans cette circonscription, il faut qu'on se serre tous les coudes. Et je suis entièrement à leur disposition pour travailler, même au niveau local, à faire en sorte que les gens, on améliore leur quotidien. Et si les maires ont des difficultés à faire passer certaines choses, ils peuvent compter sur moi. Et on passe maintenant à la 4e circonscription avec, là encore, une réélection. Dans la 4e circonscription, la jeune députée de 31 ans, Marie Lebec, va aussi repartir pour un nouveau mandat avec la majorité présidentielle après sa victoire face à Céline Bourdon, tout comme Béatrice Piron qui a largement remporté la 3e circonscription face à Louise Brody de NUPES. Elle améliore ses scores par rapport à 2017 où elle avait emporté face à Philippe Briot avec 58,93% des suffrages. Elle a été interrogée par nos confrères de Radio Sensation. Localement, sur ma circonscription, j'avais quand même de très grosses chances de gagner puisque les chiffres me mettaient largement en tête dans les informations reçues. Enfin, élu député en 2017 sur la 11e circonscription avant de démissionner en 2020 pour prendre le poste de ministre délégué chargé de la ville, Nadia Hay sera de nouveau députée, mais cette fois-ci dans la 7e. Elle a battu Michel Christofoul ce dimanche 19 juin. Merci beaucoup, Mickaël. Elmi Doro, journaliste pour TV78. Et en parlant de Nadia Hay, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes donc députée de la 7e circonscription des Yvelines. Alors, vous êtes donc avec nous pour l'instant. On l'a entendu, des bons résultats. Mickaël Elmi Doro vient de nous le dire pour ce parti présidentiel. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire pour Ensemble ? Bien sûr qu'il s'agit d'une victoire. Nous sommes la première force politique de l'Assemblée nationale. Nous avons un groupe de députés fort de 247 parlementaires et donc oui, nous avons gagné cette élection. Maintenant, effectivement, le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances parce que nous pensions pouvoir acquérir la majorité absolue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça nous amène évidemment à avoir une grosse réflexion autour de cela, mais oui, il s'agit bien d'une victoire et a fortiori dans les Yvelines, où nous conservons nos 10 sièges sur 10, ce qui est pour nous une belle performance. Belle performance, donc on l'a vu. 10 circonscriptions, c'était 11 en 2017. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a fait justement qu'on n'a pas cette dernière circonscription finalement, selon vous ? Eh bien, nous avions des candidats, les deux sièges, la 11e et la 8e, n'étant pas ceux de la majorité à la fin de l'année 2022, au moment des suffrages exprimés. Et bien là, on n'a pas réussi à conquérir ces deux sièges. Il y avait évidemment des spécificités territoriales, des villes avec des quartiers populaires où le vote s'est davantage exprimé en faveur de l'extrême gauche pendant la présidentielle et donc qui confirme finalement la tendance qui a été celle de l'élection présidentielle. Donc ce n'est pas une très grosse surprise. Nous savions que sur ces deux circonscriptions, nous allions en conquête. Malheureusement, nous avions deux très belles candidates qui ont fait une campagne de terrain, qui n'ont absolument rien à regretter sur tout ce qu'elles ont fait et accompli ce dernier mois. Mais bon, cela n'a pas suffi pour conquérir les deux sièges qui nous manquaient.
Donc oui, je le rappelle, hein, vous connaissez bien la 11e circonscription puisque vous avez été élu en 2017 dans cette circonscription justement. Alors en tant que député de la 7e cette fois-ci, comment vous allez réagir justement par rapport à la situation, on en parlait, hein, de majorité relative de votre mouvement finalement à l'Assemblée nationale? Eh bien, nous allons devoir bâtir une majorité de projets, c'est-à-dire vraiment d'aller projet par projet convaincre les députés qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne font pas partie de la majorité, d'aller co-construire avec eux aussi. Il me semble qu'on vous a perdu. Ah, on vous a retrouvé, c'est bon. Avec eux des projets, ensemble, des propositions aussi pour faire avancer nos mesures. Et donc, voilà, on va continuer à travailler dans le dépassement des clivages comme nous l'avons toujours été. Et puis, faire le lien avec le terrain. Nous nous apercevons que finalement, la doctrine qui est parfois déployée à l'échelle nationale par les responsables nationaux n'est pas forcément celle qui est déployée par les élus locaux, qui sont davantage dans la construction avec leurs députés, leurs représentants à l'échelle nationale. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que je vais évidemment travailler dans cette 7e circonscription, au-delà des clivages, avec une méthode vraiment peut-être renouvelée, et davantage ancré sur le terrain. Je pense que ça, c'est important. C'est attendu de nos concitoyens et l'appel qui a été lancé par nos concitoyens a été largement entendu. Un appel entendu, donc merci beaucoup Nadia d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc la députée de la 7e circonscription des Yvelines. Merci beaucoup. Et William Martinet et Benjamin Lucas font partie aussi des nouveaux députés. Ils ont été élus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ils ont remporté donc respectivement le scrutin dans la 11e et la 8e circonscription. C'était donc, on l'a dit, ce dimanche 19 juin. Alors comment la gauche a-t-elle gagné ces deux territoires? Les détails dans ce reportage de Nicolas Dandry. La gauche avait percé au premier tour des élections législatives. La gauche confirme son retour dans les Yvelines. La nouvelle Union populaire écologique et sociale aura 2 députés yvelinois à l'Assemblée nationale suite aux élections législatives. D'abord dans la 8e circonscription, Benjamin Lucas s'impose largement. J'ai fait campagne depuis des semaines auprès des habitantes et des habitants pour convaincre, pour mobiliser, parce que j'ai entendu des souffrances, parce que j'ai entendu aussi des envies, des attentes, des aspirations qui correspondaient, je crois, à ce que je portais, à ce que nous portions dans cette campagne, sur le pouvoir d'achat, sur la justice sociale notamment, sur le respect et la dignité pour chacune et pour chacun. Donc ça ne me surprend pas, c'est l'ampleur du résultat qui me surprend en revanche, parce qu'il est très large et plus large que ce que je croyais. Ce qui a fait la différence, c'est qu'on a fait campagne d'arrache-pied, qu'on est allé voir des milliers de gens, qu'on a frappé à des milliers de portes, qu'on a échangé, qu'on a écouté. Ça a été une campagne de dialogue, une campagne d'idées. En tête lors du premier tour, le candidat de la NUPES récolte 5000 voix supplémentaires au second tour sur l'ensemble de la circonscription. À Mantes-la-Jolie, il dépasse les 60% avec une abstention plus faible qu'au premier tour. Résultat pour moi-même, 15 759 voix. Même phénomène dans la 11e circonscription, William Martinet devient le député de ce territoire. Il devance la candidate de la majorité présidentielle Aurélie Piacenza de 117 voix seulement. Notre réservoir de voix, c'était les abstentionnistes. Voilà. Il n'y avait rien d'automatique et de mécanique pour pouvoir faire plus de 50% des voix. Il a fallu retourner sur le terrain et à réussir à convaincre à la fois de nos propositions, mais ça c'était pas le plus difficile. Le SMIC à 1500 €, la retraite à 60 ans, le blocage des prix, c'est des mesures qui sont majoritaires, ultra majoritaires dans le pays. Ce qui a été le plus difficile, c'est de convaincre qu'il était possible de gagner. Bien entendu, il est arrivé en tête à Trappes, qui est la première ville de la circonscription. Donc c'est ce qui a fait l'écart entre a priori sur les résultats. À Trappes, le candidat de la NUPES récolte 78% des suffrages avec une participation plus importante par rapport au premier tour. Sur l'ensemble de la 11e circonscription, William Martinet gagne un peu moins de 5000 voix par rapport au premier scrutin. Raphaël Matta-Duvigneau, peut-être brièvement, comment on explique finalement ce basculement? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu si ça acte le retour de la gauche dans le département, qui est plutôt traditionnellement de droite finalement? Alors, pardon, je vous ai mal entendu. Enfin, je ne vous ai pas entendu. Je voulais voir avec vous brièvement si on peut expliquer un peu ce basculement, et puis si ce basculement, justement, acte le retour de la gauche dans les Yvelines. Alors, le basculement, Nadia l'a bien expliqué, hein, notamment sur
sur le fait que les circonscriptions qui ont été gagnées par la gauche n'étaient pas occupées, si vous voulez, auparavant par des représentants de la majorité, en tout cas du parti présidentiel. Ça s'explique également par la sociologie, tout simplement. La sociologie électorale fait que, manifestement, les personnes qui se sont déplacées pour aller voter avaient plus d'appétence pour un candidat un candidat qui représente les valeurs de la gauche. Je ne sais pas si c'est un retour de la gauche dans les Yvelines, mais en tout état de cause, c'est un rééquilibrage des situations. Et d'une certaine manière, ça permet également, là aussi, d'éviter une sorte d'hégémonie. Et le fait que la gauche perce ou reperce au sein des Yvelines est quand même un élément significatif et qui montre peut-être que il y a un début, je ne sais pas, un début de modification de la composition du corps électoral qui fait que les idées de gauche, dans certains endroits, deviennent peut-être un petit peu plus majoritaires qu'ailleurs. En tout cas dans les Yvelines. Donc voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être cet enseignement, mais à vérifier dans 5 ans, à vérifier plus tard, lors des élections intermédiaires, départementales, municipales, régionales, pour voir si c'est vraiment un retour de la gauche ou si c'est seulement aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'occulter, un rejet aussi des candidats qui représentent le parti présidentiel, parce que ça aussi, c'est un élément important. Je pense qu'il y a aussi, dans les Yvelines comme en France, aussi un rejet du parti présidentiel, plus peut-être qu'une véritable adhésion. Merci Raphaël Matat du Vigneaud. Et justement, pour revenir sur ces résultats dans le département de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous recevons avec nous en plateau le porte-parole donc départemental de la France Insoumise, Sébastien Ramage. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, je vais vous demander un petit peu la même question. Vous étiez candidat dans la première circonscription des Yvelines. Je vous propose de faire un retour peut-être sur les résultats dans le département. On a dit 2 députés élus pour la NUPES dans la 8e et la 11e circonscription. Est-ce que c'est un bilan satisfaisant? Et justement, vous, comment vous voyez ce basculement? Je pense effectivement que c'est satisfaisant, on passe de 0 à 2 élus. Et tout à l'heure, Madame Nadiaé parlait de l'extrême gauche qui faisait une percée sur le département. En vérité, on renoue avec des scores à 2 chiffres de la gauche avant son effondrement dans les années 2012 du fait du mandat de M. Hollande. Et donc, on voit bien que la sociologie électorale, les gens qui ont une appétence pour la gauche, c'est surtout ceux qui ont besoin de la gauche et qui subissent le plus la politique d'Emmanuel Macron. Les quartiers populaires, les villes populaires, en moyenne, notre mouvement arrive en tête dans l'ensemble de ces zones-là parce que les gens, ils ont besoin de politique sociale, ils ont besoin de sortir la tête de l'eau et c'est nos politiques qui y répondent. Voilà. Alors, on va refaire le point aussi sur les autres résultats, puisqu'on peut souligner aussi les résultats de Michel Christofoul dans la 7e, avec 44%, vous d'ailleurs dans la première aussi, avec 36%. Et il y a aussi Edwin Legris dans la 12e, avec 40%. Et d'ailleurs, on avait sa réaction, c'est au micro de Michael Midoro, regardez. Nous sommes heureux du travail accompli. On n'était même pas donné au second tour, on est arrivé au second tour. On a emmené notre adversaire au second tour, ce qui était une première pour lui. Et on a fait des bons résultats à Poissy et surtout à Plaisir, où on perd simplement 51-49, ce qui est un très beau résultat et qui est le résultat d'un travail de porte-à-porte, de proximité qu'on a mené sur toute la circonscription. Donc, ce qui veut dire que, hormis Louise Brody dans la 3e, vous dépassez tous quand même les 30%, même dans les zones pourtant qui sont ancrées à droite traditionnellement. Est-ce qu'on peut parler, justement, je posais la même question à monsieur Matat du Vigneaud, est-ce qu'on peut parler du retour de la gauche dans les Yvelines, selon vous? Alors oui, une nouvelle force de gauche. La nouvelle Union populaire, c'est pas la même gauche qu'avant 2012, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je pense que la force qu'on a sur ce département et même nationalement, c'est d'être extrêmement clair et identifiable au niveau de nos idées. Le programme de la NUPES, c'est le SMIC à 1500, la retraite à 60 ans, le blocage des prix. Et ça, c'est un message simple, facile à comprendre. C'est pas de la politique de mesurette ou de la bureaucratie. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, nous, on regrette quand même une chose. Je pense que mes adversaires aussi disent le regretter, mais en vérité, c'est nous qui subissons le plus l'abstention.
Parce que si vous regardez les quartiers populaires et les villes populaires, c'est en moyenne 5 à 10 points de participation en moins par rapport aux quartiers entre guillemets favorisés. Et donc nous, on subit de plein fouet ça, y compris sur cette circonscription. Moi, je pense que je serais au coude à coude, voire devant, si les habitants des quartiers populaires étaient allés davantage voter pendant ces élections. Donc maintenant, ça nous donne, nous, une feuille de route pour les 5 prochaines années. On sait qui on doit aller mobiliser, on sait à qui on doit parler, on sait qui on doit convaincre que le bureau de vote, c'est un lieu où on fait déboucher des colères et des revendications pour gagner à la fin. Et justement, là, on parlait un peu de votre circonscription. Donc la première, donc, elle englobe Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt et Versailles, comme elle est construite aujourd'hui. Est-ce qu'elle est gagnable finalement par un candidat de la gauche, selon vous ? Toutes les circonscriptions de France sont gagnables. On vend souvent le mythe de la circonscription bourgeoise de droite à vie. En vérité, que vous soyez à Versailles ou à Guyancourt, si vous êtes un bourgeois, vous avez toujours besoin de serveurs dans les cafés, de gens qui vont aller nettoyer les rues, de gens qui vont travailler, faire tourner les entreprises. En vrai, notre camp social, les gens qui ont besoin de la gauche et qui ont besoin de nos mesures, où qu'ils soient en France, même dans le 16e arrondissement, est majoritaire. Et la preuve en est, Montigny-le-Bretonneux, ville historiquement à droite, eh bien, nous faisons un score quasiment au coude à coude avec le candidat de l'AREM. Donc voilà, la preuve en est par ce résultat, y compris à Versailles, on fait presque un tiers des voix. Donc je pense que cette circonscription, comme toutes les autres, elle est gagnable. Et enfin, nos idées sont fortes. Nos idées sont fortes, la solidarité, le partage. Et je pense que oui, on a un corpus idéologique qui peut convaincre le plus grand nombre. Donc là, on a dit sur le territoire yvelinois, en tout cas 2 députés élus NUPES. Quels vont être justement les axes principaux de travail ? Alors, Monsieur Martinet, il est ancien syndicaliste étudiant, donc forcément, il va beaucoup travailler sur la question de l'éducation et de l'éducation de proximité. Vous l'avez vu avec Paris-Saclay notamment, on se pose la question du futur de nos universités de proximité, mais aussi celle du logement. Dans les Yvelines, alors c'est un sujet sur lequel il a beaucoup travaillé, et dans les Yvelines, on subit de plein fouet la crise du logement social, le manque de logement, et surtout l'envolée des prix. On est quasiment ici à Saint-Quentin-en-Yvelines sur les mêmes prix qu'à Paris. Et donc oui, ça c'est un combat qu'on va porter sur le département, et ça va beaucoup nous aider, je parle en tant que conseiller municipal de gauche, d'avoir dans le coin des députés qui sont sur nos idées et qui vont pousser nos combats sur cette question-là. Une dernière petite question, peut-être avant de vous laisser, votre mouvement politique a annoncé vouloir déposer une motion de censure. Quel est l'objectif et est-ce qu'il pourrait y avoir des répercussions sur le département ? Alors, il s'agit simplement de dire que la majorité qui est en train de se construire avec le gouvernement et il faut croire la droite, parce que c'est à peu près tout ce qui leur reste pour gouverner, eh bien nous ne sommes pas d'accord avec. Et d'ailleurs, c'est pas un secret, c'est normal, c'est notre rôle d'opposition de s'opposer à l'Assemblée nationale. Maintenant, à eux en face, parce que ça ne sera pas la fin du monde de déposer une motion de censure, ils vont devoir s'allier, trouver des compromis. Mais du coup, s'ils veulent un compromis le plus large possible, et bien à eux peut-être de remettre en cause leur programme, leurs réformes qui sont imposées depuis le début par une seule personne, Emmanuel Macron, qui décide de tout dans ce pays. Et bien peut-être qu'on va mettre fin à ça avec une Assemblée nationale qui sera souveraine enfin et qui jouera son rôle. Et peut-être brièvement, une dernière petite question quand même. Comment va s'organiser dans le département l'opposition jusqu'aux prochaines échéances, donc élections ? Eh bien, on a appris à travailler ensemble et on va continuer à le faire partout, sur tout le département. Maintenant, j'espère que la NUPES va perdurer parce que c'est une stratégie qui est gagnante. La preuve, on est passé de 0 à 2 députés. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudra continuer. Très bien, c'est entendu. Merci beaucoup Sébastien Ramage d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le porte-parole départemental de la France Insoumise. Un des porte-paroles, pardon. En ce qui concerne en tout cas le Rassemblement national à présent, il n'y aura aucun député yvelinois à l'Assemblée. Laurent Morin était le seul candidat RN au second tour. Il a été battu par Bruno Millienne dans la 9e circonscription des Yvelines. Laurent Morin a totalisé quand même 42,15% des voix. Il a gagné des villes périurbaines comme Bonnières-sur-Seine ou encore Méricourt. On écoute justement Laurent Morin sur sa défaite au micro de Célia Gatsongo. C'est une satisfaction d'obtenir 42% approximativement sur cette circonscription très difficile d'un point de vue électoral. C'est 3
point de plus que le score de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle sur cette circonscription-là. Donc c'est une grande satisfaction. Bien sûr, il y a une pointe de déception parce que quand on débute une compétition, quelle qu'elle soit, c'est pour la gagner. Donc on n'est jamais totalement satisfait, bien sûr, d'une défaite. Mais dans cet océan de victoires ce soir au niveau national pour le Rassemblement national, les destins personnels finalement passent en seconde position. Et on reste à droite de l'échiquier politique. Le Parti Les Républicains a décroché 61 sièges à l'Assemblée nationale, 2 fois moins par rapport à 2017. Et pourtant, les députés LR pourraient jouer un rôle clé pour rendre possible une majorité du mouvement Ensemble au sein de l'hémicycle. Et pour en parler en plateau, Nicolas Dandry. Bonsoir. Bonsoir Justine. Journaliste pour TV78. Alors finalement, quelle attitude vont devoir adopter les Républicains ? Bien, pour le moment, la position du parti, elle est claire. Nous resterons l'opposition. Voilà comment Christian Jacob, le président des Républicains, a présenté la position du parti. Mais au sein du mouvement, certains prônent un pacte de gouvernement. C'est le cas notamment de Jean-François Copé. Du côté des représentants yvelinois, le président de la Fédération yvelinoise des Républicains et aussi président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, parle, je cite, d'une ligne d'opposition parlementaire constructive. Et je vous propose d'écouter la sénatrice des Yvelines, Sophie Primas, par rapport à cette position qu'il faut adopter par rapport à Ensemble. Moi, en tout cas, j'y suis totalement opposée. Je pense que ça participe de l'espèce de confusion générale et encore plus de l'éloignement. Moi, je pense que les Républicains ont une place à jouer. Ils ont une place à tenir, en tout cas dans l'échiquier politique, sur les valeurs qui sont leurs valeurs. Sur le plan économique, peut-être nous rapprochons-nous quelquefois des positions qui sont défendues par la République En Marche, mais sur d'autres sujets qui sont par exemple l'éducation, l'autorité, les sujets d'immigration, mais qui sont aussi la transition environnementale, les sujets d'énergie. Nous avons des positions. Et Nicolas, quelle est la situation du parti dans le département ? Mais en fait, ces élections législatives ont marqué une nouvelle défaite dans le département, dans un scrutin national pour les Républicains, je précise bien national. Aucun candidat n'a réussi à se qualifier au second tour, on en a parlé la semaine dernière à la suite du premier tour. Et pourtant, ces dernières années, les LR ont remporté toutes les élections intermédiaires dans les Yvelines. Je parle notamment des municipales, des départementales ou encore des régionales. Reste donc un ancrage territorial dans le département, écoutez. Dans le département des Yvelines, il reste un ancrage territorial qui est un ancrage territorial encore extrêmement fort. En particulier, bien sûr, le département et les instances départementales, le président du département, un certain nombre de conseillers départementaux qui sont pour certains proches de la République En Marche, mais en très grande majorité, historiquement plutôt des gens divers droite, les Républicains, l'UDI. Et puis, il reste un certain nombre de maires qui ne s'affichent pas forcément et qui ne sont jamais affichés directement. Et que va-t-il se passer dans les prochains jours ? Bien écoutez, ça se passe dès demain soir au siège du Parti Les Républicains. Un bureau politique doit se tenir. L'objectif, c'est d'officialiser cette position que je vous disais, l'indépendance. On ne rentre pas dans la coalition avec Ensemble le parti de la majorité présidentielle. Et donc, à voir ce qui se passe ensuite. Merci beaucoup Nicolas Dandry pour ces précisions. Je le rappelle, journaliste pour TV78. Raphaël Matta-Duvigneau, puisque vous êtes toujours avec nous, un mot peut-être sur les Républicains et leur avenir donc dans le département. Alors, dans le département, effectivement, je vais reprendre les propos qu'a tenus Nadia Hay. Il y a une différence notable entre la perception du parti, quel qu'il soit, au niveau national et la perception au niveau local. Il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau national, les Républicains ne font pas forcément recette, c'est-à-dire qu'il manque un leadership, il manque quelqu'un qui, au niveau national, mène le parti sur un projet, sur une vision de la société, sur des véritables propositions. Et on le voit, il y a une sorte de délitement et effectivement le résultat des législatives, même s'il n'est pas catastrophique, n'est quand même pas flamboyant. Par contre, au niveau local, que ce soit dans les Yvelines ou ailleurs, mais il y a une autre perception, c'est-à-dire que les personnes politiques qui appartiennent au Parti des Républicains ont une perception positive, c'est-à-dire que ils travaillent, ils sont élus locaux au département, à la commune, à la région, et finalement, leurs actions quotidiennes, concrètes, sont vues, sont perçues, sont ressenties par les citoyens. Et donc, au final, il y a une déconnexion entre le projet politique national, d'une part,
qui ne fait pas forcément l'objet d'une forte adhésion, mais au niveau local, il y a la reconnaissance d'un travail qui est vécu, qui est pensé comme étant positif. Et donc, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a deux visions. Il y a la politique des Républicains au local, et finalement, d'une certaine manière, que ce soit dans les Yvelines ou ailleurs, et on l'a vu, hein, les municipales, les régionales, les Républicains gagnent les élections. Donc ça veut dire qu'il y a cette reconnaissance du travail concret, quotidien, de proximité. Mais par contre, au niveau national, c'est autre chose. Donc je pense que dans les Yvelines, pour l'instant en tout cas, la place des Républicains va rester telle qu'elle est, parce qu'ils démontrent au jour le jour leur travail. En tout cas, c'est la perception que j'ai. Je me trompe peut-être, mais voilà, c'est vraiment cette déconnexion entre le national et le local. Et pour l'instant, donc au niveau local, les Républicains restent fortement ancrés. Merci beaucoup Raphaël Matta-Duvigneau pour ces précisions et puis pour votre analyse tout au long de l'émission. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence en droit public à l'UVSQ. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Et on en parlait tout à l'heure justement avec Raphaël Matta-Duvigneau en début d'émission. Des élections encore une fois marquées par l'abstention. Quelle a été la participation des Yvelinois pour ce second tour? Céline Charles, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir Justine. Alors justement, vous êtes avec nous pour nous donner ces explications également. Et oui, un premier chiffre important, c'est 47,34%. C'est le taux d'abstention au second tour des législatives dans les Yvelines. C'est un tout petit peu moins qu'au premier tour où l'abstention était de 48,13%. Et c'est également moins qu'en 2017 où l'abstention avait été de 54,68% au second tour. Alors à l'échelle nationale, les Yvelines sont quand même des bons élèves puisque ce chiffre de 47,34% est moins élevé que celui de la France qui est de 53,77%. Mais cela reste quand même un chiffre élevé pour une élection. On parle quand même de l'abstention comme du premier parti français. On a recueilli hier soir la réaction de quelques candidats face à cette abstention. Écoutez. Elle montre vraiment une certaine incompréhension en fait aujourd'hui d'une élection et des représentants en fait. C'est surtout ça. Je pense que vraiment l'abstention elle se joue énormément là-dessus et pas forcément sur les programmes. C'est un échec pour tout le monde. Quels que soient celles et ceux qui sont élus, quand il y a aussi peu de citoyennes et de citoyens qui participent au choix, ça participe plus 100 élus Front National au malaise, voire à l'effondrement de notre démocratie. Elle traduit aussi un rejet politique, le rejet du bilan d'Emmanuel Macron, le rejet aussi des institutions, puisque là on rentre dans une période de crise quand même assez grave au plan national, je pense, de crise politique, de crise institutionnelle. Alors c'est une habitude, aux législatives, les gens s'abstiennent toujours plus qu'aux élections présidentielles. Plusieurs explications, on en a parlé tout à l'heure avec Raphaël Matta-Duvigneau. Alors une offre politique qui ne correspond plus vraiment aux préoccupations des citoyens, l'impression de ne pas être représenté ou de ne pas avoir d'impact par rapport au présidentiel, un certain ras-le-bol ou un découragement des électeurs. Et c'est une abstention qui se retrouve notamment beaucoup chez les jeunes et qui varie selon les circonscriptions. Alors parmi justement les circonscriptions qui ont le moins joué le jeu, pas de surprise, ce sont exactement les mêmes qu'au premier tour. La 8e notamment avec 59,52% d'abstention. On retrouve des records d'abstention dans ces communes comme Limay par exemple avec 62,65% d'abstention ou encore Mantes-la-Jolie avec 62,38%. On retrouve aussi la 9e, pareil qu'au premier tour avec 55,89% d'abstention avec notamment Aubergenville à plus de 61%, Bagnères-sur-Seine à plus de 63% et la grande gagnante encore une fois les Mureaux avec une abstention record de plus de 73%. Trois autres circonscriptions dépassent la barre des 50% d'abstention dans les Yvelines, la 6e, la 7e et la 11e. Alors au contraire, la première circonscription est au même niveau que le département avec 47,34% d'abstention. Par exemple, on retrouve aussi donc Montigny qui était à 44%, un petit peu plus de 44% d'abstention. Et la deuxième circonscription qui joue les têtes de classe avec seulement 45% d'abstention, avec par exemple Viroflay, 39%, ou même Milon-la-Chapelle avec seulement 32%. Et mention spéciale pour le plus faible taux d'abstention des Yvelines qui est de 28,81% pour la petite ville de Gambézeuil qui comptait 63 inscrits sur les listes. Bravo du coup. Eh oui, on peut le féliciter. Merci beaucoup Céline Charles d'avoir été avec nous, je le rappelle, donc journaliste pour TV78. Et c'est la fin de notre émission spéciale consacrée aux législatives 2022. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite sur TV78.